Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette belle initiative par ce beau temps donc, de m'inviter à parler sur le rapport entre littérature et jazz, ou littérature et les rythmes afro-caribéens tels qu'ils sont illustrés dans l'œuvre poétique de Léon Gontran Damas. Donc je remercie vraiment beaucoup Roxane, et je commence aussi par me faire excuser d'arriver en retard. C'est pas toujours commode les transports publics un samedi. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Léon Gontran Damas et Black Label, qui est en fait un recueil de poésie beaucoup moins connu que ses autres titres et qui est imprégné de différents rythmes et danses afro-caribéens, mais également de jazz. Et je vous ai choisi en fait comme illustration ce tableau que je trouve magnifique, Banjo, d'un peintre africain-américain du 19e siècle, Tanner, parce que justement donc, le garçon sur les genoux de son grand-père tient entre les mains, comme vous voyez, un banjo, et c'est un peu l'instrument emblématique de l'univers de plantation qui est en fait le fil rouge dans toute l'œuvre à la fois romanesque des auteurs caribéens, mais aussi, comme vous le savez, de Faulkner, ou donc ces grands écrivains américains qui ont travaillé sur le Deep South. Je veux commencer quand même par rappeler quelques dates de Léon Gontran Damas, parce que ce qu'on ignore très souvent lorsqu'on parle du mouvement de la négritude, il a été fondé non seulement par Senghor, qui va être le président du Sénégal, et par Aimé Césaire, qui va être pour 50 ans le maire de Fort-de-France, mais il y avait un troisième homme. Et le troisième homme de la négritude, donc du mouvement, c'est justement Léon Gontran Damas, qui est né à Cayenne, comme vous voyez, et qui avait des problèmes divers, des problèmes, je dirais, liés à tout simplement sa famille. Il a perdu sa mère à l'âge de 1 an, et il n'a pas parlé en fait jusqu'à l'âge de 6 ans. Il va ensuite être envoyé à Fort-de-France pour sa scolarité, et c'est là qu'il va rencontrer Aimé Césaire. C'est une amitié qui va durer longtemps, et donc ces deux cofondateurs de la négritude sont disproportionnés au niveau de la célébrité. Tout le monde connaît Aimé Césaire, alors que Damas, il est un peu disparu dans les anthologies, dans les manuels de littérature, etc. En 27, comme tout enfant créole qui étudie bien à l'école, la famille rêve en fait d'une éducation sérieuse, donc à Paris forcément, mais surtout 2 filières intéressent toutes, on va dire, l'aristocratie de couleur, c'est médecine ou droit. Et donc Damas est forcé de s'inscrire à la faculté de droit, et il s'y ennuie énormément. Il va quitter les bancs de la Sorbonne. Il fait beaucoup de blagues sur le puits de science qu'est la Sorbonne. Il va rencontrer Senghor, et Senghor et Césaire ont en commun d'avoir quand même joué la carte de l'assimilation. L'assimilation, donc la France coloniale encore, veut que les meilleurs éléments des colonies s'assimilent donc aux valeurs franco-françaises, comme dit Damas aussi. Et Damas, en fait, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette politique identitaire de l'assimilation. Ce qui va profondément le marquer, c'est la Seconde Guerre. Donc il est à Paris lorsque la guerre éclate, il va être mobilisé puis démobilisé. Et c'est une expérience traumatisante qui va vraiment revenir aussi dans ses recueils de poésie. Après la guerre, son engagement politique va être de courte durée, puisqu'il sera député parlementaire pour les départements d'outre-mer, seulement de 48 à 51, donc à peine 3 ans. Alors on pourrait se poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il n'est resté que 3 ans à l'Assemblée nationale ? Mon hypothèse est la suivante. Il était dégoûté justement du jeu diplomatique et politique. Il ne pouvait pas supporter l'hypocrisie aussi. Il faut une certaine dose d'hypocrisie, disait-il dans Retour de Guyane, pour être vraiment un politicien et pour représenter en fait son pays et donc les autres départements ou territoires d'outre-mer. Il va donc en 69 devenir professeur d'anglais. Donc là, j'insiste parce que de tous
les membres de la négritude, il est le plus anglophile. Il est tellement anglophile qu'il est le seul à bien parler anglais. J'ai des cassettes que j'ai écoutées avec ferveur, évidemment, d'entretien avec des chercheurs à Harvard University. Et son anglais est à ce point important, c'est aussi un statement. Donc, contre l'assimilation, contre les valeurs françaises, contre la mère patrie, lui, il va opter pour donc l'américain et aussi tout simplement pour des amitiés de longue durée en fait avec la Harlem Renaissance. Donc banjo, ce que je vous ai montré, c'est pas par hasard qu'il va avoir comme exergue dans Pigment un refrain de Claude McKay. Claude McKay qui est le romancier de banjo. Son autre grand ami de la Harlem Renaissance, c'est Langston Hughes. Et donc, je reviens sur l'anglophilie, qui est parfois un peu débordante. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, Black Label, c'est quand même un titre anglais. Pour les Français de France ou tout sujet francophone, pas besoin de traduire. Donc, il va toujours opter pour, s'il le peut, jouer aussi avec la langue française et un peu tourner le dos à la langue française. Quand il meurt en 1978 à Washington, D.C., eh ben, il y a en fait pas une grande cérémonie. Elle va avoir lieu grâce à Aimé Césaire quelques années plus tard seulement, lorsqu'il y a le transfert des cendres de Washington D.C. à Cayenne. Je ne veux pas trop détailler donc sa vie, mais donc un aperçu quand même de sa carrière littéraire, où vous voyez que le premier titre, Pigment, un titre très très clair, un titre pas difficile du tout, eh bien, il y a une petite histoire avec Pigment qui a aussi traumatisé notre poète, puisqu'il était tellement anticolonial, ce recueil de poèmes avant-guerre, où il prévient en quelque sorte, il pressent la Seconde Guerre et même la Shoah. Eh bien, les autorités coloniales sont très embarrassées avec plusieurs de ces poèmes dans Pigment. Figurez-vous que, par exemple, il va dissuader les tirailleurs sénégalais et tous les soldats de l'Empire français de quitter les rangs de l'armée française. Ils disent carrément, si je dois résumer un très beau poème, etc., eh bien, il dit carrément, au lieu d'aller se battre contre les Allemands, il faut se battre contre les Français et donc et je cite le verbe, entre guillemets, éjaculer du Sénégal, de l'AEF, de l'AOF, etc. Donc il est très très sévère, impitoyable, et ce poème, bien sûr, finit par choquer beaucoup. Il y a d'autres poèmes aussi qui sont radicalement anti-cléricaux, anti-français, et donc ce titre ne va plus jamais apparaître. Donc le titre a été donc pillonné, et donc le deuxième retour de Guyane, pareil, en 1938, un récit de voyage commandé pourtant par le Musée de l'Homme et qui devait être un peu une éloge de tout ce que la France a accompli en Guyane. Eh bien, qu'est-ce que fait l'enfant du pays, qui est ethnographe de surcroît? Il dresse un bilan très négatif pour tout ce que la France a réalisé en Guyane. Conséquence, deuxième titre également censuré. Tous les exemplaires sont achetés par les autorités coloniales. Donc je vais souligner ça parce que deux œuvres quand même, les deux premières qui ont été saisies, ça va vous marquer. Et donc il va être un peu profil bas. Il va encore collecter en fait des contes créoles, Veille et Noir. Il va faire, et ça me semble très très important pour ma collègue parmi nous, il va se lancer sur les anthologies. Comme Langston Hughes avait fait des anthologies, eh bien, il admire tellement l'exemple du chef de file de la Harlem Renaissance qu'il va faire deux anthologies, elles aussi passées dans l'oubli. Alors que dans l'attitude française, 1947, juste après la guerre, il inclut déjà des femmes, des poétesses de la Martinique, mais également du Vietnam. Donc ce sont des voix de poètes d'expression française de tous les départements et aussi de toutes les colonies françaises. Qui a beaucoup plus de succès que Damas, c'est en 1948, c'est Senghor. Parce que Senghor a la préface de Sartre. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qui fait qu'une anthologie assez pionnière, assez importante, puisqu'il ouvre aussi la voie à des femmes, les femmes arrivent toujours en deuxième position, eh bien cette anthologie n'est pas pourvue de préface et est donc oubliée. Il va faire encore une autre belle anthologie. C'est en fait en 1966,
simultanément avec son deuxième recueil de poésie, Névralgie. Je n'ai pas le titre là, parce que l'anthologie, en fait, elle a paru dans Présence africaine. Et elle a été offerte, en fait, à Senghor, à Dakar, lors du Festival des Arts Noirs en 1966. C'était une date très, très importante. On va passer tout de suite à ce qui vous intéresse davantage, à savoir donc la musique. Donc, Black Label, en fait, on a déclassé la poésie de Damas, et il y a des spécialistes, notamment belges aussi, Liliane Kestelot, qui en 1963 fait une thèse ici à Bruxelles sur les écrivains de la négritude, et donc elle oppose en fait le côté baroque, les phrases alambiquées, la poétique très très opaque en fait de Césaire à celle de Damas qui est tout simple, etc. Je ne suis pas d'accord avec cet avis. Je trouve qu'il y a beaucoup de passages qui méritent qu'on les relise et qu'on écoute bien aussi justement le côté musical, je dirais, dans sa poésie. Donc là, j'avais quelques mots pour une autre conférence où je veux présenter plutôt Black Label comme a stream of consciousness, c'est-à-dire c'est vraiment un genre très intimiste que ce recueil. Et lorsqu'on sait que, comme le titre l'indique, c'était son whisky préféré, il a été inspiré par la musique d'un côté, mais également par son état d'ébriété de l'autre. Et donc la première strophe, c'est Black Label, à quoi bon changer, Black Label, à quoi bon s'arrêter, etc. Donc il avoue que il va lancer des vers libres d'ailleurs, donc des mouvements, j'appelle ça des mouvements, ce qui donne en anglais mood. Eh bien, il y a une alternance entre des moods très joyeux et très mélancoliques. Il y a des changements entre des passages très très lents, mélopés, et puis des passages extrêmement rythmés, très vifs, où je vois le poète dansant. Donc c'est vraiment un poète imprégné de culture créole. Donc créole, justement, je vais y arriver. Ça, c'est un aspect de son écriture poétique, et de l'autre côté, le jazz, et donc tout ce qui est plutôt anglo-américain, on va dire africain-américain. Je veux en fait vous introduire d'abord quelqu'un qui a exactement l'âge de Damas et qui représente pour moi, ou qui incarne pour moi, la veine populaire de la culture créole en France. Et c'est donc Henri Salvador, né de parents guadeloupéens à Cayenne. Vous voyez qu'il est un peu plus jeune que Damas, mais lui, il a eu la longévité, il a donc vécu longtemps, il est mort en 2008. Et lui, comme Damas, ils ont tout à fait la même vie. C'est des vies parallèles, sauf que je décèle chez Salvador donc cette attention pour le grand public, et donc il voulait absolument aussi se faire aimer auprès des publics jeunes. Donc il a interprété les fables de La Fontaine, il a beaucoup amusé. Donc c'était le comique, le crooner, mais aussi le comique. Alors Damas, c'est l'opposé. C'est toujours celui qui est dévoré de tristesse et de mélancolie davantage. Mais je vais vous faire écouter un morceau de ce que vous connaissez certainement, Maladie d'amour, et ça pourrait en fait illustrer Black Label. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha si vous aimez moi, doit marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si vous aimez moi, doit marcher derrière moi. Biche mimi piti, ipiti tout piti. C'est yanti c'est pangage, mes amis mes vieillis. Quand il tête li en l'air, veuillez garder l'angli. En bout de lit c'est l'ama, Saint-Mitié en bataille. En bout de lit c'est l'ama, Saint-Mitié en bataille. Maladie d'amour. La chanson est en fait une begin. Donc elle a obtenu un très grand succès avec cette begin créole qui a été reconnue patrimoine mondial du folklore, donc antillo-guyanais.
ce que je veux en fait illustrer avec cette chanson, c'est que si Damas n'était pas devenu donc député et donc poète et reporter sur la Guyane française, il serait donc devenu certainement aussi chanteur, danseur. Mais Maladie d'amour, en fait, c'est une chanson qui résume toute l'œuvre poétique de Damas. En fait, le colibri que vous avez entendu, c'est son oiseau fétiche. Et pourquoi? Parce que dans la culture amérindienne, le colibri, c'est celui qui peut changer le cours d'une vie. C'est le messager de l'amour. C'est aussi celui, et je sais que même Pierre Rabhi a beaucoup travaillé sur le colibri dans les cultures donc indiennes de l'Amérique latine, où le colibri est la métaphore de celui qui est éperdument amoureux, mais celui qui peut éviter un grand drame aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu des photos de Henri Salvador et de Damas, mais les deux personnes, ou les deux hommes plutôt, sont aussi de corpulence plutôt frêle, sont tous les deux assez petits. Et donc, ils vont s'identifier à cet oiseau des îles, en quelque sorte, qui est l'oiseau-mouche. Donc, l'oiseau-mouche, avec le trait d'union au milieu, il s'identifie d'autant plus facilement à cette créature qui ne connaît pas de limites, donc qui ne connaît pas de lignes, qui peut survoler et qui peut échapper en quelque sorte à tous les corsets qu'impose donc la culture française, le système politique français, etc. Le créole est très très important. Bien sûr, maladie d'amour revient tout le temps. Eh bien, maladie, amour et à mort, ce sont trois mots clés dans Black Label. Et donc, Black Label va aussi avoir des passages en créole. Et quand je m'interroge un peu pourquoi ici un brin de créole, c'est justement lorsque c'est le tourment d'amour qu'il va traduire. Alors, il y a beaucoup de travaux sociolinguistes. Quand est-ce que le créole surgit dans une œuvre littéraire écrite en français ou de l'autre côté de la ligne linguistique en anglais? C'est justement l'effusion des émotions, donc les secrets de cœur, etc. Donc, je vais tout simplement vous sensibiliser à deux penchant en quelque sorte dans la culture créole de la même époque en France, une veine plus populaire destinée à un large public, et puis on va y arriver maintenant avec Black Label, une poésie qu'on appelait moderniste. Moderniste parce que Damas voulait révolutionner aussi la poésie et voulait pas faire de la décalcomanie comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Lui qui avait fait l'anthologie de 47, en fait, il était très sincère. Il annonce dans la préface de l'anthologie un nouveau vent qui va souffler sur la littérature française. Mais si j'étudie les poèmes de 47, ils sont encore assez traditionnels, assez dans la veine mazurka, begin en musique. Tu étais au bar. Donc c'est clair que le lieu décrit, c'est un lieu public, c'est un espace public. Donc je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que la poésie, c'est bien sûr le genre le plus secret, le plus privé, le plus intimiste. Mais chez Damas, en fait, les instants qui basculent ou qui vont faire basculer sa vie, c'est toujours dans des bars, et dans des bars où on danse, et bien sûr où on boit. Donc tu étais au bar, et moi, parmi d'autres, et même la piste en 8, et patiné de steps, de slums, de slows, de songs, de sons, de blues, et de la table où un blanc à lunettes s'ennuyait à lire un journal, son journal, je te regardais boire un Canadian Club. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce qui caractérise cette strophe, c'est un instant figé, en quelque sorte. Il va commencer par immobiliser en quelque sorte, à bien retenir l'image, et donc il s'adresse à quelqu'un. Tu étais au bar, une inconnue qui l'a vu, et il m'intéresse aussi que dans cette première strophe, dans Black Label, il va énumérer des danses, slums, slow, ça on connaît, des sons, donc en anglais dans le texte, c'est bien sûr pas une danse, mais c'est tout simplement le mot anglais songs, des sons, et blues. Donc pour revenir à l'anglophilie, elle est là, c'est clair.
Donc, contrairement à des artistes et des musiciens comme Salvador, qui ont beaucoup travaillé avec les mazurkas, salsa, etc., Damas a aussi peur de verser dans trop de folklore et de faire un peu ce qu'on a appelé le bovarisme collectif aux Antilles et ce qu'on a appelé également donc le doudouisme. Donc, dans son recueil moderniste, lui, il va opter justement à créer une grande distance avec ce qu'on connaît le mieux en France. Et donc, la deuxième strophe, là, de la table où un blanc à lunettes s'ennuyait à lire un journal, son journal, je te regardais boire un Canadian Club. Alors, ce qui m'intrigue dans cette deuxième strophe, je ne sais pas comment vous la lisez, puisque la poésie est ouverte à plusieurs lectures, c'est que le fait qu'il mentionne un blanc me fait supposer que l'inconnue soit blanche ou est-ce qu'elle n'est pas blanche. On pourrait en discuter. Le marqueur ici, au niveau phénotypique, c'est le blanc. Donc, il y a une femme qui est assise, accoudée au bar avec un blanc. Et donc, ce qui va se passer dans la troisième strophe, c'est comment le poète, par la danse, va capter son attention. Et captation est d'ailleurs un autre titre de poème de Damas. Donc, la relation qui va se nouer avec l'autre, c'est toujours par l'entremêde en quelque sorte et l'entraide de la danse. Et on voit dans la troisième strophe, je la lis, « Fasciné peut-être, soudain ton regard affronta le mien, mais de toi et de moi, qui déjà n'étions qu'un seul beau désir insatisfait, je ne sais plus lequel, vint au-devant de l'autre alors que l'orchestre scandait « Esclavo soy ». Alors, Esclavo soy, c'est aussi une mazurka. Donc, une mazurka, c'est en fait une polka créole. Hein, et on va écouter, je ne sais pas si tu peux nous faire écouter un tout petit peu la mazurka. Et dans la République dominicaine, à Cuba, on la pratique beaucoup. Et Esclavo soy est le titre aussi de certaines mazurkas. Ce n'est pas le cas de celle dont on va écouter un bout. Un rythme très très vif, hein, donc un rythme très très vite en fait. Et donc Damas fréquentait à Paris toutes les boîtes où justement ces rythmes afro-cubains étaient très très en vogue déjà pendant l'entre-deux-guerres. Et il était un sacré danseur, je le sais par les mémoires de Jenny Alpha, une très grande martiniquaise qui a eu une grande carrière, donc théâtrale notamment. Et donc, Damas, en fait, il pouvait bouger donc, à vive allure, il pouvait vraiment faire des mouvements saccadés aussi, ce qui correspondrait un peu au syncope dans le jazz. Il savait bien sûr aussi danser sur les rythmes jazzy, comme on dit. Mais donc, j'ai également pu découvrir que finalement, trouver des partenaires blancs de sexe féminin, c'était aussi assez problématique. Donc, dans l'entre-deux-guerres, le seul lieu public où on pouvait le faire, aborder une blanche, c'était dans le bar. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, je pense, dans ce passage que je vous soumets ici à lecture. Et regardez maintenant comment, dans la strophe suivante, il va en fait clairement donc, montrer que il va changer de voix aussi grâce à elle et il va parler à la voix féminine. Donc Damas, c'est quelqu'un qui permet, grâce à la danse aussi, de bousculer aussi les conduites, surtout dans l'archipel caribéen, un archipel où les sociétés ont des codes très stricts pour les hommes et pour les femmes, comment se comporter, etc. Eh bien, pour lui, la danse et la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, on mélange et on échange et on change.
On change de couleur, de classe, on oublie à quelle classe sociale on appartient et on va même, à la limite, changer de sexe, de gender. Et donc il dit après Esclavo soy, je ne sais plus lequel, et ce fut le vertige. Je souligne ce mot vertige, donc la frénésie par la danse, le rythme fiévreux, etc. Accroché à tes pas, accroché à tes yeux, accroché à ton âme, je me laissais aller au rythme de ton drame. Donc on s'attendrait plutôt, si on pense que le jeu, c'est le jeu du poète, c'est le jeu qui représente Léon Gontran Damas, qu'il aurait écrit accroché à la forme masculine. Il fait ça souvent, et donc dans la Harlem Renaissance, j'ai pu trouver la même stratégie, c'est-à-dire cross-gender writing, c'est-à-dire on va adopter l'autre voix. Mais donc par la danse, et justement Esclavo soy, il prend le titre d'une mazurka, mais une mazurka qui résume tout, c'est-à-dire on peut devenir esclave par amour. On peut devenir esclave de l'autre tellement on peut être éperdument amoureux de quelqu'un. Et alors, il n'importe plus qui va au-devant de l'autre. Donc, je trouve ça très bien dit de ce danseur. Donc, on peut imaginer et soupçonner que la danse a été partagée. Donc, cette Blanche qui était accoudée au bar est venue à sa rencontre. Et puis la strophe continue, ou le segment continue comme suit. J'en vins à souhaiter en moi-même que le chemin à parcourir fût aussi long que le temps mis à nous voir l'un et l'autre face à face au carrefour. Alors ce carrefour, première lecture, on peut dire c'est un instant dans la vie où on doit prendre une décision importante, mais le carrefour dans la culture créole, et donc il ne faut jamais oublier que Damas était aussi ethnographe, qu'il avait été l'élève de Marcel Mauss et de Paul Rivet, deux grands ethnographes qui ont quitté la France fasciste et qui ont justement continué leur carrière en Amérique latine. Le carrefour, c'est une légende créole, à savoir qu'on peut changer de forme humaine et on peut devenir oiseau. On peut vraiment quitter son enveloppe corporelle et prendre des ailes. Bien sûr, l'amour, qu'est-ce que c'est autre que d'avoir des ailes et de s'échapper du lieu où on est, de rêver, de monter très très haut dans les cieux, etc. Donc, tous ces éléments me font dire que Damas est un écrivain qui s'inspire de plusieurs tendances et de plusieurs savoirs aussi. Donc il a dans Veille et Noir justement parlé de colibri, on y est une fois de plus, colibri qui doit choisir qui il va secourir, comment il va le faire, etc. Et vous voyez que j'ai coupé une grande section parce que Black Label est moderniste, parce qu'il n'y a pas de titre, donc ce n'est pas des poèmes, ce n'est plus des strophes, il n'y a que des mouvements. Et je voulais vous sensibiliser au fait que d'un mouvement donc très extatique, celui qu'on vient de lire, il passe sans transition à un abattement. Donc sonne, sonne et sonne, sonne à mon cœur, mariné dans l'alcool, dont nul n'a voulu tâter à table hier. Donc il y a tout le temps des oscillements en fait ou des variations de mood. Et je voudrais vous faire écouter quelqu'un qu'il a très bien connu, Louis Armstrong, avec une de ses chansons importantes, qui pourrait illustrer un poème de Damas, Shine, avec le titre anglais Shine. Mais on va d'abord écouter un morceau de Armstrong. Cold empty bed, springs hard as lead, feel like old Ned, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Yes, even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? Yes, Évidemment, de nombreux autres adoraient cette
figure nouvelle, donc Armstrong, qui est d'ailleurs passé à Liège, et dans la biographie de Louis Armstrong par Robert Goffin, je lis que cette première performance à Liège a été accueillie avec des sentiments très mitigés. Donc, Damas sympathise beaucoup avec ces jazzmen parce qu'il sait aussi que c'est dur de se frayer un chemin, de gagner, de conquérir un public. Je parle d'avant la Seconde Guerre et après. Donc c'était assez dur encore de frayer le chemin et de connaître donc la voie du succès. Et lorsque donc dans Pigment, donc vous avez la couverture là du premier recueil, il va écrire un poème pour Louis Armstrong, il va juste l'intituler Shine. Shine, tout le monde comprend, ça veut dire brillance. Et alors dans le poème, c'est très très curieux parce qu'il évoque pas vraiment la musique, mais plutôt une ambiance de nouveau très très triste. Donc une tristesse de quelque chose qui n'arrive pas à se prononcer. Donc dans Shine, il écoute le jazz et il y a quelque chose qui s'impose à lui, une image très très forte. Et c'est une image en fait d'un lynching, c'est-à-dire lynchage. Donc il y a, lorsqu'il écoute le jazz, une tristesse pour quelque chose qui vient d'être commis, qui n'ose pas dire son nom. Et lorsque tu lis le poème dans Pigment, tu te dis que Damas, quand il va écouter donc Armstrong, et il voit la sueur aussi, il voit l'effort physique que ça demande aussi, eh bien il y a irruption d'une autre image qu'il avait refoulée au plus profond de lui-même. Et c'est celui du noir, du nègre, avec guillemets, poursuivi par la meute des chiens et donc finalement pendu. Donc c'est une poésie donc assez, je dirais, secrète, où on a dit Shine, oui, bien sûr, c'est un hommage à Armstrong. Mais ce que je lis également dans Shine, c'est que Damas veut toujours aussi rappeler que si on est en train d'applaudir les jazzmen ou les jazzwomen, Billie Holiday, qui va chanter Strange Fruits, il y a un vécu, un passé terrible, donc indigeste, qui travaille et qui s'impose aussi à ces artistes au moment même où ils sont peut-être en train de masquer justement, de briller devant un public blanc. Donc chez Damas, il y a toujours ce masque aussi. Il a alarmé un peu contre la carrière de certains artistes comme Josephine Baker. Ça, il trouvait que ça risquait de donner une fausse image, une image seulement d'exubérance et donc d'exaltation de l'artiste noir, alors que lui, il voulait toujours faire rappeler que donc ce dont l'art est le résultat, c'est la traduction d'événements assez traumatisants et donc d'événements donc assez impardonnables que justement le public n'entend plus ou ne voit plus quand ils sont en train de savourer donc certains morceaux de jazz. Et donc tu étais au bar, on était en train de lire ça, et puis sonne et sonne. Donc je voulais terminer sur la dystopie ou la dichotomie tout le temps entre deux états d'âme. Et puis finalement aussi l'aspiration dans la première strophe de nouer le contact avec quelqu'un dans une société qui est encore largement donc séparée par la ligne de couleur. Et puis le deuxième état d'âme où il se retrouve seul, donc où il constate effectivement qu'il n'y a personne qui veut de s'accompagner, il n'y a personne qui veut tout simplement partager la soirée ou même sa table. Et je souligne dans la dernière strophe là, tâter à table hier. Donc il n'y a personne parce qu'il est noir à Paris, dans une société largement blanche, dans les années 56 où sort donc Black Label. Il est tout simplement exilé, l'enfant abandonné, et plus que jamais, à ce moment-là, il va écouter des gens comme Mahalia Jackson. Sometimes I feel like a motherless child. Il adorait Mahalia Jackson, qui va également, nommément, selon moi, faire son apparition dans Black Label. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel
a long, long way from my home. Lord, just a long, long way, Lord, from my home. Long way from home, c'est littéralement traduit dans la colonne de gauche que vous avez sur l'exemplier, vers le bas où il dit donc à des milles et des milles, donc il se trouve à une distance incommensurable de son pays natal, mais aussi des êtres qui lui sont le plus chers, donc sa mère qu'il a perdue, aussi sa sœur jumelle, aussi donc d'autres femmes, et vous avez là et Paris, 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 Paris l'exil. Mon cœur maintient en vie le regret double du tout premier éveil à la beauté du monde et du premier nègre mort à la ligne, mort sur la ligne qui mène encore aux îles de l'aventure. Vous avez dans cette strophe-là la traduction d'un sentiment donc d'abandon et de distance, d'un exil donc irréversible en quelque sorte, et en même temps le concept de la ligne, donc le fait que parce qu'il est né dans une peau noire, il restera toujours en bordure, comme il a dit. Et donc les moments de soulagement, c'est les bars où justement il peut s'éclater, s'envoler, prendre des ailes comme le colibri qu'il vénérait comme son oiseau fétiche. Ben merci.